Cuba n'a eu de cesse de lutter pour sa liberté. Il y a eu 100 000 morts, mais malgré la défaite, le pays a changé. Tout porte à croire que Meyer Lansky a totalement corrompu Batista. Ils n'ont pas menti, ils n'ont rien promis d'autre qu'une révolution et ils l'ont faite. Ces gars-là allaient devenir soit des martyrs, soit des héros nationaux. Il a dit à Khrouchtchev, vous devriez lâcher tout l'arsenal nucléaire soviétique. L'apocalypse. Jamais Cuba ne se mettra à genoux. Cuba a toujours été une île où les extrêmes se rencontrent. C'est le carrefour de plusieurs destins, de différentes cultures et de divers conflits. Encore aujourd'hui, on rencontre à quelques rues d'intervalle les splendeurs du passé et l'extrême pauvreté de Cuba. Le contraste est encore plus flagrant ces 10 dernières années entre les plages cubaines connues pour leur charme romantique, souvent réservées aux touristes, et l'antithèse que représente la menace constante de la brutalité policière. Comment Fidel Castro est-il passé du statut de prisonnier de Batista à celui de héros national? Pourquoi Ernesto Che Guevara, un médecin argentin, est-il devenu un fervent combattant de la guérilla? Et comment la radio s'est-elle trouvée être une arme décisive lors de la révolution cubaine? Pendant plus de 500 ans, Cuba a été dévastée par la pauvreté et l'oppression. Mais les Cubains n'ont jamais abandonné leur rêve de liberté. En 1953, Cuba est dirigé par un général de l'armée, Fulgencio Batista. Il s'est emparé du pouvoir après un coup d'État. La mafia l'arrose de pots de vin pour qu'il la laisse contrôler les hôtels et les casinos de l'île. Toute désobéissance aux lois imposées par Batista est écrasée dans la violence. Cuba est la plus grande île des Caraïbes. Ici, comme ailleurs en Amérique du Sud, en Bolivie, en Argentine et en Colombie, l'année 1953 est marquée par l'agitation politique et les soulèvements. Cuba, c'est une véritable poudrière. Au fond, c'est un peu l'anarchie, contrairement aux apparences. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'impression d'une autorité un peu dure avec un dictateur à la Batista, donc qui était au pouvoir, à la solde des Américains. Mais en même temps, dans le pays, c'est un peu l'anarchie. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de journaux extraordinaires, un pluralisme inouï. C'est pas la dictature qu'on nous raconte, c'est autre chose. Les étudiants, les travailleurs et les anciens soldats se révoltent. Les rébellions sont de plus en plus étendues, mais très souvent aussi éteintes rapidement. À cette époque, il y avait beaucoup de pseudo-révolutionnaires. Il y en avait beaucoup qui arrivaient en disant qu'ils allaient faire tomber Batista, qu'ils allaient faire ceci ou cela. Ils collectaient de l'argent, ils achetaient des armes. Certains étaient bien armés, mais les armes, elles n'arrivaient jamais entre les mains des vrais révolutionnaires, ceux qui se battaient réellement.
Pendant le carnaval, le 26 juillet 1953, un jeune avocat, un certain Fidel Castro, son jeune frère Raúl et une centaine de rebelles essaient de s'emparer de la Moncada, la deuxième plus grande caserne du pays. Leur plan est complètement fou. Leurs adversaires sont beaucoup plus nombreux et sont beaucoup mieux armés. Il fallait un leader clairement désigné et prêt à donner sa vie pour défendre sa cause. C'est ce qu'a montré Moncada. C'est à ce moment-là, à Moncada, que j'ai su que le camarade Fidel, notre commandante, devait être notre chef incontesté. L'attaque de la Moncada est un échec cuisant. 19 soldats et 6 rebelles sont tués immédiatement. Les survivants parmi les hommes de Castro fuient, la police de Batista à leur trousse. Cette chasse se transforme en bain de sang. La police et l'armée capturent et exécutent 55 rebelles sur le champ. Les frères Castro et le reste de leurs camarades sont arrêtés. À l'université, Fidel n'a jamais été élu à quelque poste que ce soit. Il a toujours perdu, mais il a organisé l'attaque de la Moncada. Et c'était un fait très important dans l'histoire cubaine. Le 16 octobre 1953, Fidel Castro est jugé. Il est avocat et choisit d'assurer lui-même sa défense. Castro se défend fougueusement et prononce ce qui est sûrement l'un de ses plus célèbres discours. Il assure que l'histoire l'acquittera. Le discours n'a été prononcé qu'au tribunal et a ensuite été écrit de mémoire. Quelques passages du texte ont été récupérés clandestinement après le jugement et le discours reconstruit pour servir à la propagande. Cette célèbre phrase, « L'histoire m'acquittera », est encore aujourd'hui reprise par les hommes politiques de toute mouvance. Il a vraiment laissé sa marque. Et c'est une chose que j'admire beaucoup chez lui. La Cour condamne Fidel Castro à 15 ans de prison. Son frère Raúl et d'autres ont des peines de 10 à 13 ans de prison. Les opposants à Castro et ses détracteurs soutiennent que l'intervention de son beau-père, Rafael José Díaz Balart, un des ministres du cabinet de Batista, lui a évité une condamnation à mort. Díaz Balart était ministre et il a dit à Batista, « Fidel est le mari de ma fille. Vous êtes en train de tuer tout le monde, mais s'il vous plaît, faites en sorte qu'il soit épargné. » La femme de Fidel Castro, Mirta Díaz Balart, divorce alors qu'il est incarcéré en 1955. Elle élève leur fils, Fidelito. Personne ne savait ce qui allait se passer. Ma sœur était avec nous, je me souviens bien qu'elle avait l'enfant, et je me souviens qu'on essayait de lui venir en aide. Dans les rues de Cuba, la police de Batista continue d'écraser toute forme de protestation et tout signe de rébellion. Mais la vie en prison était assez confortable pour les frères Castro et les autres rebelles. Ils avaient des contacts en prison. Il y avait une bibliothèque, ils pouvaient lire et discuter. Batista voulait être apprécié, et par les mères surtout. Alors, il annonce le jour de la fête des mères, qui est une fête très importante à Cuba, qu'il va libérer les prisonniers. Castro sort de prison. Après 18 mois, le président Batista déclare l'amnistie pour celles et ceux qui ont participé à l'attaque de la caserne de la Moncada, bien qu'ils aient tué plusieurs soldats. Fidel Castro et son frère cadet Raúl sont de nouveau des hommes libres. C'est possible dans tout système législatif. Et ça l'est d'autant plus dans des systèmes législatifs relativement flexibles comme on en connaît en Amérique latine. Le président a énormément de pouvoir, il peut faire tout ce qu'il veut. La grâce présidentielle fait partie de ce rituel.
Fidel Castro célèbre son amnistie comme une immense victoire. Avec son frère et ses camarades, il se targue de vouloir quitter Cuba pour aller au Mexique et y préparer une nouvelle révolution. Je crois qu'il y a une période de quelques mois très courte pendant laquelle chacun des deux mesure un petit peu l'autre. Je veux dire, Batista regarde Castro en se disant, bon, est-ce qu'il s'est un peu assagi? Est-ce que la prison l'a un peu assagi? Mais enfin, on sait que la prison n'assagit jamais les opposants politiques. Le 26 juillet 1955, 2 ans jour pour jour après l'attaque de la Moncada, les frères Castro donnent un nouveau nom à leur groupe révolutionnaire, le mouvement du 26 juillet. Fidel était un homme d'action. Il agissait. Il disait ce qu'il allait faire et il le faisait vraiment. Et quand il disait quelque chose, il s'assurait de convaincre tout le monde, même si ça devait prendre 2 jours. L'auditoire pouvait être endormi, il continuait à argumenter. Ensuite, il regardait les gens dans les yeux et leur demandait s'il les avait convaincus. Comme ils l'avaient annoncé dès leur libération, les frères Castro quittent Cuba accompagnés d'autres membres de leur groupe. Ils vont au Mexique, où ils ont l'intention de s'entraîner, de recruter des hommes et de devenir le fer de lance de la révolution. Donc certains de ces partisans, finalement, étaient également déjà partis au Mexique, soit avec une intention claire de procéder éventuellement à un retour comme ce qu'a fait Castro, et avant lui, soit simplement parce que le climat de Cuba politique ne leur plaisait plus. 40 ans plus tôt, le Mexique a été libéré par une révolution, et les Cubains veulent suivre cet exemple. Plusieurs autres Cubains exilés rejoignent Castro et le mouvement du 26 juillet. Eux aussi considèrent Fulgencio Batista comme un dictateur violent. Au Mexique, les Castro font également la connaissance d'un médecin argentin du nom d'Ernesto Che Guevara, qui allait plus tard devenir une icône de la gauche révolutionnaire. Fidel Castro et Che Guevara se rencontrent un soir chez des Mexicains plutôt favorables à la révolution mexicaine d'abord, bien sûr, à l'esprit révolutionnaire en général, au sentiment nationaliste latino-américain, au sentiment anti-américain qui est un peu la même chose que le sentiment nationaliste en Amérique latine. Déjà, il était argentin. Et je crois que pour nous, c'était un peu étrange. Parce que oui, on est latino-américain, mais on vient d'une île. On est des insulaires. On se dit caribéen et en ça, on a des caractéristiques bien à nous. Pendant l'été 1955, le groupe se réorganise au Mexique. Fidel Castro en est le chef incontesté. Ernesto Che Guevara est encore dans l'ombre. Il a fallu du temps pour que les autres Cubains acceptent cet étranger. On a eu le privilège de vivre avec le Che dans une maison à Mexico. C'était quelqu'un de particulier. C'était un homme formidable, spécial, mais très humain. Che Guevara était un médecin. C'était un marxiste latino-américain convaincu, et pas un bureaucrate communiste soviétique ordinaire. Il avait été recommandé par Raoul. C'était un des rares étrangers à être accepté. Che Guevara n'a que 27 ans quand il rencontre les Castro. Il vient de finir ses études de médecine et parcourt l'Amérique latine à moto. Il veut rejoindre la lutte pour défendre les droits des pauvres et des opprimés, surtout ceux du monde agricole. Che Guevara devient le théoricien du groupe. Raoul et Fidel sont résolus à mettre leurs idées en application. Dès le début, Raoul est très proche de Guevara, car il partage ses idées communistes. Raoul passait toujours après. Il était le petit frère. Mais il avait sa propre personnalité. Il avait rejoint les jeunes communistes beaucoup plus tôt et était plus engagé que son frère.
Pendant sa jeunesse, Raúl Castro visite l'Europe pour rencontrer d'autres jeunes communistes. Dans les années 50, le rideau de fer divise l'Europe entre l'Est et l'Ouest. Le culte de la personnalité du dictateur soviétique Joseph Staline continue 2 ans après sa mort. Pendant son voyage, Raúl rencontre un employé de l'ambassade soviétique au Mexique. J'ai rencontré ce jeune homme qui n'avait que 22 ans à l'époque, un peu par accident. On voyageait tous les deux à bord du même bateau, le Andrea Gritti, qui allait de Gênes jusqu'en Amérique latine. Sa cabine était juste à côté de la mienne. On avait à peu près le même âge, et comme je parlais espagnol, on avait une langue en commun. Au Mexique, à l'époque, le KGB a des liens étroits avec les Cubains. Grâce à Raúl Castro, j'ai aussi rencontré Che Guevara et Fidel Castro. Ils passaient énormément de temps tous ensemble. Un soviétique, ça les intéressait beaucoup. Ils posaient beaucoup de questions. Fidel Castro est convaincu que tous les Cubains viendront un jour à soutenir la cause des rebelles. Mais contrairement à Che Guevara et à son frère Raúl, il ne croyait pas en une révolution communiste. Il n'était pas communiste. Malgré la légende et malgré ce qu'en disent mes très chers collègues, qui l'ont peut-être mieux connu, avant 1960, 61, 62, il n'était absolument pas communiste. Les autorités mexicaines n'ont aucune envie de voir sur leur sol des activistes armés et les font donc rapidement arrêter. Les frères Castro et Ernesto Guevara se retrouvent donc une fois de plus en prison. Fidel m'a fait une grande impression quand je l'ai rencontré, tout comme Raúl et Che Guevara. Je me souviens d'avoir parlé avec un de mes amis proches, avec qui je partageais mes idées sur les Cubains. Je lui ai dit que ces gars-là allaient devenir soit des martyrs, soit des héros nationaux. Et c'est ce qui s'est passé. L'un est devenu un martyr, l'autre un héros. Quand Fidel a été relâché, il nous a demandé de déplacer des armes dans un camp qu'il fallait mettre en place dans le Yucatán. Pendant que les hommes s'entraînent dans l'arrière-pays mexicain, Fidel Castro part aux États-Unis pour y récolter des fonds auprès des exilés cubains qui soutiennent sa cause. Fidel est allé aux États-Unis. Il est allé là où José Martí était allé, là où il avait collecté de l'argent pour la guerre contre l'emprise coloniale espagnole. Il a rencontré des Cubains exilés aux États-Unis. Il a fait des discours et expliqué son programme. À la fin, il a fait passer un chapeau pour que les gens aident financièrement la révolution, comme ils pouvaient. En 1956, avec l'argent réuni, Fidel Castro achète un bateau pour rapatrier ses hommes à Cuba. Il achète le Granma, un yacht de 18 mètres de long, à un trafiquant d'armes. Pour les rebelles cubains, le bateau est devenu familièrement Granma, c'est-à-dire grand-mère. Aujourd'hui, ce célèbre souvenir de la Révolution est très admiré. Il est en exposition dans un musée. C'était un vieux bateau délabré. Mais pour un bateau de cette taille, ils ne l'ont pas payé très cher. Par contre, il était largement surchargé quand les 80 et quelques hommes sont montés à bord. Ça n'avait pas été bien planifié. Ils étaient très mal organisés, comme pour tout le reste d'ailleurs. On a vu qu'il y avait un bateau, ou en tout cas on a distingué sa silhouette, parce qu'on n'y voyait rien. Mais on avait un bateau pour partir, et ça suffisait à nous rendre heureux. En 1955, les forces armées de Batista ne comptent pas moins de 35 000 hommes.
L'armée de terre et l'armée de l'air sont très bien équipées et largement approvisionnées par le plus proche allié de Cuba, les États-Unis. Les relations entre Cuba et les États-Unis sont toujours florissantes. En témoignent les visites officielles de haut rang. Batista monte à bord de l'USS Canberra, un croiseur américain. Mais ces gestes n'intimident pas Castro. Le 25 novembre 1956, ses hommes et lui mettent le cap sur Cuba. Des années après, des amateurs d'histoire revivent cet événement à travers des reconstitutions. Avec 82 hommes à bord, ainsi que des vivres et des armes, le Granma était dangereusement en surcharge. C'est une petite armée de guérilleros qui vont partir sur un rafio qui s'appelle le Granma, qui va devenir une épopée extraordinaire. On était inquiets, parce qu'avec la tournure que prenaient les choses en 1956, on savait qu'on serait soit libre, soit martyr. Quand ils ont quitté le Mexique sur le yacht Granma, ils savaient qu'ils seraient rejoints par les autres résistances clandestines de Cuba. La traversée prend 2 jours de plus que prévu. La mer est mauvaise et le bateau est beaucoup trop lourd. Pendant presque 4 jours, on a été pris dans une grosse tempête. On avait tous le mal de mer. Seuls quelques-uns ont tenu le coup. Je ne sais pas nager, mais j'ai passé beaucoup de temps en mer. Je n'ai pas facilement le mal de mer. Mais cette fois, j'étais très malade. J'ai vomi quasiment toute la traversée. Après 7 jours en mer, le Granma atteint une baie au sud-est de Cuba, la plage de Las Coloradas. Aujourd'hui, cette région est un parc national appelé la province Granma, du nom du bateau et de son débarquement le 2 décembre 1956. Le débarquement de Castro a été mis en scène des dizaines de fois, comme dans ce document télévisé soviétique. Dissimulés par l'obscurité, 82 guérilleros, dont Fidel et Raúl Castro, posent le pied sur la terre ferme. Ce débarquement du Granma a été, je crois que Guevara, qui avait un certain sens de l'humour, a dit que c'était pas un débarquement, c'est que c'était un naufrage. Plus tard, j'ai discuté avec des marins qui m'ont dit que c'était un miracle qu'on ait survécu dans ce bateau avec tant d'hommes à son bord. À cause du retard, les renforts de Fidel Castro sont repartis. Les hommes sont livrés à eux-mêmes. Il ne prévient pas naturellement du jour de son retour, mais effectivement, pour donner un retentissement à son action, pour pas que ça tombe un petit peu inaperçu dans les solitudes de l'Oriente cubain, il lance quelque temps avant un manifeste en disant, en gros, nous reviendrons, donc évidemment ils ne disent pas le jour, pour renverser le tyran, si vous voulez. Donc d'une certaine façon, comment dirais-je, le tyran est prévenu. L'équipage du Granma n'est pas accueilli par ses camarades. Au lieu de ça, il se retrouve nez à nez avec les soldats de l'armée de Batista. Ils avaient des armes automatiques dans l'armée, alors qu'on n'avait que des fusils à un coup. On ne pouvait pas rivaliser. On était mal préparés pour un face-à-face avec l'armée. Comme lors de l'attaque contre la caserne de la Moncada 3 ans plus tôt, les hommes de Castro n'avaient aucune chance face à cette armée et subirent encore une fois une défaite. Quand Castro arrive en décembre 1956, Batista est déjà au courant et envoie des avions. La plupart des rebelles sont tués ou faits prisonniers. Sur la côte et sans endroit pour se mettre à couvert, l'armée de l'air de Batista n'a aucune difficulté à cibler les rebelles.
Le matin, ils ont commencé à bombarder et à mitrailler toute la zone où on se trouvait. C'était très difficile, cette situation. Parce que le combat survenait après 4 jours de mal de mer, 4 jours à vomir et sans manger. Et on n'avait pas d'eau. Un jour, je me suis réveillé et j'ai appris que Fidel avait débarqué à l'est. J'ai regardé la carte et j'ai vu qu'il y avait la Sierra Maestra et la mer, et que Fidel était entre les deux. Je me suis dit que ça allait être un désastre, qu'ils allaient tous se faire tuer. Après le débarquement de Granma à Las Coloradas, la plupart des rebelles sont effectivement tués pendant l'affrontement qui se déroule à Alegría de Pio. Les quelques survivants fuient dans la Sierra Maestra, une chaîne de montagnes et une nature hostile autour du sommet le plus élevé de Cuba, le Pico Torquino. Sur les 82 hommes présents à bord du Granma, plus de 50 sont tués. Les forces armées de Batista ne savent pas immédiatement qui a été tué parmi les rebelles. La tentative de Castro de s'emparer de l'île échoue une fois encore. Le New York Times et les autres grands groupes de presse partout dans le monde publient des articles qui disent que le soulèvement a été écrasé par le gouvernement et que les rebelles ont pour la plupart été abattus, y compris le chef, Fidel Castro. Sur les 82, il y en a eu plusieurs dizaines qui y sont passés, et peut-être même la majorité. Alors ensuite, il y en a certains qui se sont regroupés, il y en a certains qui ont arrêté là, en se disant... Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont rentrés chez eux, ou qui ont dit on va pratiquer autrement l'opposition. Il y en a un certain nombre, par contre, qui ensuite, progressivement, au fil des jours, se sont un petit peu regroupés et ont convergé vers un endroit qui avait évidemment été préparé, ou en tout cas prévu. Et c'est le début de la geste de la Sierra Maestra. On ne mangeait pas tous les jours. Quand on avait à manger, on mangeait, sinon on ne mangeait pas. Une fois de plus, comme lors de l'attaque de la Moncada, les frères Castro échappent à la mort, tout comme Ernesto Che Guevara. Ils se cachent dans la jungle, se nourrissent de ce qu'ils trouvent et font profil bas. Castro savait qu'il lui fallait retrouver de la force et recruter des hommes avant de continuer la révolution. La censure régnait à Cuba, les informations n'étaient pas libres, donc personne ne savait vraiment ce qui se passait. Le gouvernement disait que les rebelles avaient tous été tués dans la Sierra Maestra, que Fidel Castro était mort, qu'ils étaient communistes et qu'ils essayaient d'envahir Cuba. Le 24 février 1957, un article à la une du New York Times annonce que Fidel Castro est en vie. Grâce à ses contacts à La Havane, il réussit à faire entrer clandestinement le journaliste du New York Times, Herbert Matthews. Matthews rédige une série de 3 articles. Le premier paraît un dimanche de février 1957, sur toute la partie supérieure de la première page du journal. À l'époque, c'est certainement la plus grosse mise en page qu'on ait connue dans le monde, tout événement confondu. L'article de Matthews est diffusé dans le monde entier. Il y présente Fidel comme un Robin des Bois qui veut simplement aider les gens, qui ne désire pas prendre le pouvoir, qui veut restaurer un gouvernement constitutionnel et qui est du côté des Américains. L'article de Matthews dans le New York Times redonne de la vigueur au mouvement du 26 juillet et fait de Castro une figure presque mythique. On dit que Castro a demandé à ses 18 hommes de défiler dans la jungle en faisant des cercles, pour faire croire à Matthews que son armée était plus grande que ce qu'elle n'était vraiment. Imaginez 18 hommes qui défilent. L'un d'eux porte une chemise blanche. Il passe une fois, puis une deuxième fois, toujours avec une chemise blanche. C'est difficile de croire qu'un journaliste se laisse berner comme ça. C'est ce qu'ils ont fait là-bas. Toutes ces informations indiquent que c'est un mythe. Pour pouvoir continuer à se présenter comme le sauveur de Cuba, Fidel Castro imite le héros national de l'île, José Martí,
qui, un siècle plus tôt, avait lancé le combat de Cuba contre la domination espagnole. L'organisation d'une expédition militaire à l'étranger, le passage par bateau pour rejoindre Cuba, la guérilla qui se transforme en guerre civile, tous ces éléments sont des reprises par Castro de ce qu'avait fait José Martí. Pour les jeunes révolutionnaires cubains en herbe, Martí était une idole. Il avait réussi ce que eux voulaient accomplir. Castro se fait filmer avec ses hommes au pied de la statue de Martí. À la presse américaine, Castro se présente comme un allié des États-Unis. Mais aux Cubains, il décrit les Américains comme les successeurs des Espagnols. Et comme Martí en son temps s'est battu contre l'occupation espagnole, lui va libérer Cuba de l'emprise des États-Unis et de leur marionnette Batista. Après 1952, Batista a l'image du gros méchant imposé par les États-Unis. Fulgencio Batista, à la botte des États-Unis, est encore en bon terme avec Washington. Là-bas, personne ne s'inquiète vraiment d'un groupe de rebelles cachés dans les montagnes cubaines. Cuba, c'était comme le Canada aujourd'hui. Le Canada est un ami, on n'imagine pas qu'il puisse devenir un pays anti-américain. Donc, aux États-Unis, la position générale, c'est de dire, bon, il y a une petite révolution là-bas à Cuba, mais comme Batista est notre allié, notre ami, il va s'en occuper, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les Américains continuent à apporter leur soutien à Batista. Ils contrôlent, de fait, la vie des classes aisées de Cuba, ainsi que le tourisme et les exportations. De son côté, l'Union soviétique commence à répandre la propagande anti-américaine en Amérique du Sud. Quand les Castro reviennent à Cuba, les Russes, le KGB, commencent à leur fournir des renseignements. Au départ, le mouvement rebelle s'est développé parce que ces gens voulaient se débarrasser de la dictature de Batista et du régime pro-américain. Faire sortir les Américains du pays était la préoccupation majeure. Fidel Castro a tout joué sur l'Union soviétique. Et ce n'est jamais très clair, parce qu'il joue toujours sur plusieurs tableaux en même temps. Au début, il n'y a que 2 ou 3 insurgés qui rejoignent le groupe de Castro tous les mois. Parmi ces nouvelles recrues, la secrétaire de Fidel, Celia Sanchez. Ils posent avec leurs armes pour les journalistes et font des déclarations hostiles au régime. Castro se voit comme le chef de tous ceux qui s'élèvent contre Batista et qui le rejoindront pour faire la révolution. Il disait que la révolution n'était ni de gauche ni de droite, mais qu'elle était un pas en avant. Ensuite, il a déclaré qu'il avait toujours été communiste. Il n'a jamais été communiste et ne le sera jamais. Tout ce qu'il est, c'est opportuniste. C'est le début de la geste de la Sierra Maestra, si vous voulez. Mais très minime, hein, je veux dire. Alors on a dit qu'ils étaient 12, bien sûr, vous voyez pourquoi. Dans un pays qui, sans être très catholique, a quand même été un petit peu forgé par l'Espagne, les 12, c'était évidemment les 12 compagnons du Christ. C'était peut-être un peu plus que ça quand même sur les 82, quoi. Pour motiver les troupes, Castro, formé chez les jésuites, met même en place des rituels religieux. De manière assez logique, les soldats de l'armée rebelle amènent avec eux ces traditions dans la Sierra Maestra. C'étaient des hommes très simples, des gens de la campagne. Fidel apparaît avec l'icône de la Vierge del Cobre. Les rebelles portent même l'image de la Vierge del Cobre sur leur uniforme. C'est l'emblème de l'innocence et de la piété. Pourtant, dans cet affrontement, aucun des 2 camps ne fait preuve de ce genre de sentiment. Les rebelles sont sans pitié. Cette célèbre photo montre Raúl Castro en train de mettre un bandeau sur les yeux d'un homme qu'on s'apprête à fusiller. Les ennemis, que ce soit les soldats de Batista ou tous ceux qu'on désigne comme traîtres, sont souvent exécutés. L'armée de Batista fait quant à elle assassiner tous ceux suspectés de soutenir Castro. J'étais en train de travailler dans les champs et j'ai entendu les coups de feu. Je me suis caché derrière un arbre et j'ai essayé de voir ce qui se passait.
J'ai vu des soldats qui tiraient sur ma maison. J'avais trop peur pour faire quoi que ce soit. Et puis j'ai vu ma femme, une simple fille de la campagne. Ils l'ont sortie de la maison pour l'emmener au jardin. Elle était déjà morte. Et le chien qui voulait la défendre, un soldat lui a tiré dessus et l'a tué aussi. Je l'ai vu. Après avoir enterré sa femme, le fermier Dariel Alarcón rejoint le mouvement révolutionnaire en fournissant des vivres et un abri. Fidel Castro a eu soit l'habileté, soit l'humanité de se comporter d'une façon décente vis-à-vis de ces gens-là. En gros, il a assez vite trouvé un bon complément de troupes qui a fait que cette guérilla, qui a commencé de façon lamentable, s'est quand même assez vite organisée d'une façon qui a pu fonctionner. Comme avant, les plus gros succès de Fidel Castro ne sont pas ses batailles, mais sa propagande. Déjà, Fidel Castro, il comprend, on est dans les années 50, ce sont les débuts de la télévision, donc de l'ère médiatique. Et il fait partie de ceux qui ont compris qu'on gagne en politique en jouant sur les médias. It is not the same to fight for liberty as to fight against it. All the people of the Sierra Maestra are with us. We have stopped the start of the revolution. We gladly suffer cold and rain and the hardship of life in the mountain. This is only the beginning. The last battle will be fought in the capital. You can be sure. Le mouvement de Castro est un groupe d'opposition parmi d'autres. À La Havane, de nombreux opposants à Batista, comme les organisations syndicales et les partis de l'opposition, travaillent en secret. Mais ceci n'inquiète pas le dictateur, qui ose même affirmer qu'il n'a aucun opposant. Il y avait des grèves, des manifestations, de la violence, des actes de terrorisme dans la ville de Cuba. C'était un mouvement anti-Batista. Il n'avait pas beaucoup de soutien, donc beaucoup de gens rejoignaient le mouvement anti-Batista. Tout ça a généré une situation de non-droit, une situation de lutte. On essayait d'obtenir des choses grâce au dialogue et à la discussion, de manière pacifique. Mais on n'avait plus d'autre alternative que de prendre les armes et le chemin de la violence. Le 26 février 1958, un grand prix international a lieu à La Havane sous les yeux de spectateurs et de journalistes venus du monde entier. Le favori de la course, la superstar, le pilote argentin Juan Manuel Fangio, disparaît juste avant la course. L'opposition cubaine de La Havane capture Fangio, non pas naturellement pour lui faire un mauvais parti, mais simplement pour fournir une caisse de résonance à leur aventure. La police est perplexe et les journalistes s'en donnent à cœur joie. Les sympathisants de Castro ont capturé Fangio. Ils le libèrent le lendemain. Fangio annonce qu'il a été très bien traité et ne cache pas son soutien à la cause de Castro. La publicité est tellement positive autour de Fidel que même ces événements qui auraient dû éloigner le public sont ignorés. L'enlèvement du pilote de course est vu comme une espèce de ricochet des efforts pour renverser Batista. Parmi tous les groupes de dissidents, Castro devient le chouchou des médias. Mais personne, à part les rebelles qui se trouvent dans la Sierra Maestra, n'a conscience que son armée est minuscule. Quand j'ai rejoint le groupe de Fidel et son armée rebelle, j'étais le numéro 63. Il y avait très peu d'armes. La moitié des hommes n'étaient pas armés. Mais le groupe avait déjà grossi ses rangs. Parce qu'avant, quand ils étaient tous chez moi, ils n'étaient qu'une quarantaine. Alors qu'ensuite, ils étaient une soixantaine. Je me suis donc engagé, je n'avais aucune expérience. Ils m'ont mis au poste d'assistant mitrailleur. Plus tard, j'ai été le mitrailleur de Camilo Cienfuegos.
Camilo Cienfuegos est l'un des exilés cubains qui rejoint le mouvement de Castro au Mexique. Avant son exil, il a été blessé par balle lors d'une manifestation par les forces de police de Batista. Pendant les combats dans la Sierra Maestra, il se démarque et devient l'un des chefs militaires principaux du groupe. Les affrontements avec l'armée sont fréquents et le mouvement de Castro devient plus important et plus puissant. La guérilla permanente et le sentiment qu'ils mènent une bataille perdue d'avance sapent le moral des troupes de Batista. Même si elles sont beaucoup plus nombreuses que les rebelles, les forces armées de Batista n'attaquent jamais le quartier général sur le Pico Turquino. Preuve pour les hommes de Castro de leur supériorité. Batista a commencé à recruter parmi les ouvriers et les chômeurs. Il a fait de ces hommes des soldats. Il leur a fourni un fusil et un petit salaire pour qu'ils aillent combattre, alors qu'ils n'avaient aucune expérience. Résultat, beaucoup d'entre nous avions plus d'expérience de la lutte armée qu'eux. Batista a au moins 35 000 soldats, sans compter la police et les services secrets. Les rebelles posent quant à eux fièrement devant l'objectif des journalistes, convaincus de leur victoire future. L'armée de Batista, de plus en plus ingérable, est loin de pouvoir éliminer le groupe de rebelles de Castro. Un soldat gagnait 33 pesos par mois. Il risquait sa vie pour cette somme-là. Nous, on se battait par idéalisme. C'est complètement différent. La lutte est inégale. Un homme qui se bat pour ses idées vaut 20 soldats qui se battent pour 33 pesos. Ernesto Che Guevara est venu sur l'île en tant que médecin pour soigner les rebelles blessés. Mais en 1958, il se bat sur le front. Et surtout, il crée une station de radio pirate, Radio Rebelde, qui devient le porte-parole principal de la révolution. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrilla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Se caractérisaba por... Guevara donnait toujours l'exemple. Pour lui, c'était en donnant l'exemple qu'on pouvait instruire les gens et qu'on pouvait leur demander de faire quelque chose. Il pouvait demander à ces hommes certaines choses parce qu'il était lui-même capable de les accomplir. Il ne disait pas « faites ceci », il disait « on va faire ceci ». Ça lui donnait vraiment une certaine autorité morale pendant le combat. Grâce à Che Guevara et à sa Radio Rebelde, de plus en plus de Cubains entendent parler de Fidel Castro et des victoires du mouvement. Des milliers de personnes rejoignent les rangs du mouvement jusqu'à l'été 1958, où Castro se sent suffisamment fort pour lancer l'offensive. Au printemps 1958, on se sentait plus fort. Suffisamment fort pour se diviser en plusieurs colonnes. La campagne de presse est également destinée aux États-Unis. Là-bas, le public est de plus en plus favorable à ce Robin des Bois cubain. Aux États-Unis, les gens commencent à voir Fidel sous un angle héroïque et Batista sous un angle négatif. Donc, en 1958, le Congrès américain finit par prendre la décision d'arrêter l'acheminement d'armes à Cuba et Batista se retrouve sans aucun soutien. Fidel Castro donne l'ordre de lancer l'offensive. Son groupe de plusieurs centaines d'hommes se divise en deux. Une moitié marche sur l'est, l'autre moitié sur l'ouest. Fidel et Raúl Castro partent de Pico Turquino et se dirigent vers Santiago. Deux autres groupes, commandés par Che Guevara et Camilo Cienfuegos, se dirigent vers le nord, vers la Havane.
L'armée cubaine mobilise toutes ses forces pour contrer l'action que Castro a annoncée à la radio. Y por lo tanto, el ejército había concebido L'armée avait mis au point une opération qui s'appelait FF, FF se llamaba. Fin des fidèles, la fin de Fidel en français. Con más de 20 Elle comprenait plus de 20 000 soldats sur tout le front pour anéantir les guérilleros. En juillet 1958 se déroule une bataille de 8 jours. Une fois de plus, les hommes de Castro sont au bord de la défaite et doivent se replier. Mais ils annoncent à la radio qu'ils ont gagné la bataille. Fidel Castro, c'est le roi de la manipulation médiatique. Il est déjà dans une logique de storytelling, Fidel Castro. Il est avocat, c'est un rhétoricien, c'est un homme qui sait raconter une histoire. Et il la raconte très très bien, ce qui fait qu'il arrive à tromper son monde. Et des opérations les plus médiocres, avec lui, deviennent des épopées. Les rebelles de Castro ont une fois de plus fui devant l'armée de Batista. Mais leur radio parle tout de même d'une victoire éclatante. La nouvelle est répétée en continu sur Radio Rebelde. Puisque l'armée semble incapable de tuer ou d'arrêter Castro, les habitants de Cuba commencent à croire en lui. La deuxième moitié de l'armée de Castro s'en sort quant à elle beaucoup mieux. Menés par Che Guevara, les rebelles arrêtent un train blindé qui transporte des armes dans la ville de Santa Clara. C'est la plus grande victoire militaire rebelle. Beaucoup de ces soldats rejoignent ensuite les troupes de Che Guevara. Pendant ce temps, dans l'est de Cuba, Fidel et Raúl Castro emmènent le reste de leurs troupes vers Santiago. Toute la partie de l'île était en guerre. Et on se sentait maître de la situation. Puis les États-Unis interviennent une fois de plus dans la politique cubaine. Batista ne contrôle plus rien, alors l'ambassadeur américain lui demande de démissionner et de se faire remplacer. Batista s'aperçoit que c'est fichu, quoi. Et donc, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, avec un petit peu ses copains, ses ministres, ses cronies, comme on dit en anglais, s'envolent pour Saint-Domingue, c'est-à-dire pour le tyran le plus proche, le dictateur, le dictateur le plus proche. L'ère de Fulgencio Batista touche à sa fin. Le dictateur fuit avec ses plus proches alliés, ainsi que 300 millions de dollars en liquide. Mais les États-Unis ne parviennent pas à nommer un successeur. Le 1er janvier 1959, Fidel Castro et les rebelles prennent la ville de Santiago sans rencontrer de résistance. Pendant ce temps, les divisions de Che Guevara et de Camilo Cienfuegos se dirigent sur la capitale. On a reçu l'ordre, enfin, Camilo a reçu l'ordre de nous diriger vers la Havane. Une fois qu'on était sûr que Batista avait fui et avait abandonné le pouvoir. L'État cubain se désintègre, mais il reste quand même 15 000 soldats et des forces de police considérables à la Havane. Beaucoup s'attendaient à un coup d'État d'un des généraux de Cuba ou d'un vieil officier de police. Tout d'abord, on n'était pas très nombreux. C'est un fait auquel personne ne croit aujourd'hui. Le 1er janvier 1959, le jour de la victoire, à La Havane, on était moins de 300. Et répartis dans tout le pays, on n'était même pas 1000. Ce n'est pas tant que Castro a battu l'armée cubaine, mais c'est surtout que l'armée cubaine s'est effondrée de l'intérieur. Les hommes étaient démoralisés, ils ne voulaient pas se battre, ils ne voulaient plus soutenir Batista. Toutes les institutions cubaines se sont effondrées, donc Fidel a pu entrer dans la Havane. À Santiago et à la Havane, l'armée et la police n'opposent aucune résistance aux rebelles victorieux. Le mouvement de Castro et d'autres forces d'opposition célèbrent leur triomphe dans la joie. Fidel avait environ 500 guérilleros. Et je vais vous dire, si les hommes de Batista avaient voulu se battre pour tous les riches, alors on serait encore en train de tirer des coups de feu à La Havane aujourd'hui.
Le mouvement du 26 juillet mené par Castro se déclare le libérateur de Cuba et s'empare du pouvoir. Actually, this city is like any other city of its size in this part of the world, despite the fact that just 28 days ago, a revolution threw out one government and brought in a new government. En arrivant à La Havane, Castro doit affronter la presse internationale. On lui demande de rendre des comptes sur les exécutions et les assassinats perpétrés par ces hommes. I want you to know what happened during the war. There is not one army in the universal history of the war that have been such noble with the enemy. Tout ça n'est que pure rhétorique révolutionnaire. Fidel Castro sait à ce moment-là que son image de Robin des Bois a pâli. Ce n'était pas le discours classique d'un Robin des Bois qui affirme que son vrai combat commencerait lorsqu'il serait au pouvoir et qu'il se battrait contre les États-Unis. Cuba a donc été secoué par une autre révolution. Celle de janvier 1959 est la dernière en date et reste la plus connue de l'histoire de Cuba. Mais ses promesses, ses réformes, ses mesures répressives et ses crises récurrentes en font une révolution qui n'est pas différente de celle des siècles précédents.